demander à Guy un petit peu de nous raconter un peu son parcours, comment il en est venu à devenir éditeur et surtout comment on peut faire aujourd'hui pour rester éditeur indépendant, totalement indépendant. Ça n'existe quasiment plus. Et voilà, Guy. Donc si tu peux un petit peu nous raconter tout ça. Bon, ben d'abord, merci beaucoup d'être venu pour m'écouter. J'espère que ça fera rapport à voir. Pour ce qui me concerne, c'est vraiment le parcours d'un passionné. Je vais entendre ça souvent. En l'occurrence, pour moi, c'est vrai, bon, je vous ai une plaquette, alors je vais un peu paraphraser ce qu'il y a dedans, parce que la réalité, c'est la réalité. Ce que j'ai à vous dire, c'est un peu près ce qu'il y a là-dedans. Je vais pas essayer je vais pas faire trop long. Moi, j'ai démarré dans la bande dessinée comme lecteur, enfant, passionné. C'était les années 60, il y avait une grande diversité de bandes dessinées, plutôt populaires, que ce soit des magazines comme Pilote ou Spirou, ou la bande dessinée vraiment populaire, les petits formats noir et blanc, souvent venus d'Italie, ou l'émergence des super-héros. Bref, moi, voilà, j'étais enthousiaste pour tout ça. Et c'était une forme de contre-culture aussi, hein, ce qui est assez, je pense, assez formateur en définitive, parce que quand on est enfant, on aime bien s'opposer à ses parents. Maintenant, c'est plus compliqué pour eux. Tous les parents jouent aux jeux vidéo, etc. Enfin, c'est pas très bon. Alors que moi, c'était vraiment différent. Et après, lors d'une dédicace au Furet du Nord, parce que je suis du nord de la France, de Roubaix plus précisément, je rencontrais des auteurs de bande dessinée. Alors, ça fait rêver, évidemment. Il y avait en même temps Jacob, Hergé, Franquin, mais aussi Claire Bretéché, mais aussi Gottlieb, mais aussi Alain Saint-Augan, les grands anciens, Uderzo, Pratt, tout ça en même moment, pour simplicité. Bon, j'ai été très impressionné, j'avais 14 ans, je suis devenu encore plus mordu, collectionneur, etc. J'ai une collection énorme, que j'ai en partie gardée. Suite à quoi, j'ai fait des études tout à fait classiques de gestion. Je suis parti aux États-Unis et un peu par le hasard et aussi un peu parce que je pense que tout ça me trottait au fond du crâne, je me suis lancé dans le journalisme, d'abord depuis Los Angeles et puis ensuite en France. Journalisme sur mes terrains de prédilection, c'est-à-dire la bande dessinée et le cinéma. Et j'ai travaillé pour le groupe d'Argo. Le groupe d'Argo, j'étais pigiste et puis j'ai monté les échelons, il n'y en avait pas beaucoup d'ailleurs. À un moment donné, j'ai dirigé le journal Pilote, qui était assez moribond, vous allez reconnaître, mais néanmoins, c'était vraiment l'époque, années 80, 85, c'est vraiment l'époque du déclin, presque le début de la fin de la presse de bande dessinée, dont les rares vestiges aujourd'hui c'est encore Fouille Glacial ou Spirou, mais c'était quand même la fin de la grande époque. Et les albums avaient déjà commencé largement à supplanter les magazines, et le fait de vendre 2 fois la même histoire, ça c'était formidable, mais ça n'a qu'un temps. Maintenant on la vend qu'une fois. Donc voilà, j'ai goûté par le journalisme à l'éditorial, puisqu'un magazine de BD a une grande composante éditoriale, rencontre avec des auteurs, etc. Au bout d'un an, l'expérience a pris fin, pas vraiment par ma volonté, mais c'est des choses de la vie. Et à l'époque, le monde de la BD était vraiment un monde très restreint, beaucoup plus que maintenant. Il y avait une dizaine d'éditeurs, en fond, hein, dont 3 ou 4 grands. Et j'ai beau tirer les sonnettes, personne ne m'a vraiment répondu. Donc, par la force des choses, j'ai créé la maison d'édition. Certains auteurs avaient été éjectés comme moi de Pilote. C'était le cas de 2 jeunes qui s'appellent Kaito et Gatine. Et j'ai publié les histoires parues dans Pilote. Puis voilà, la machine s'est mise en marche. J'ai eu quelques idées éditoriales, comme par exemple adapter les chansons de Renaud, qui était à l'époque au sommet de sa gloire, en BD. Donc ces chansons faisaient de très bonnes petites histoires drôles. Ça a marché phénoménalement bien. Dont j'ai croisé en fait à cette occasion un peu mes expériences, mes rencontres avec des auteurs, des idées presque journalistiques comme celle-ci. Mon goût pour la BD américaine, parce que j'ai commencé à publier pas mal de bandes dessinées de langue anglaise à l'origine. C'est l'époque de l'émergence de gens qui restent importants, hein, comme Alan Moore, Frank Miller, Bill Sienkiewicz, etc. Donc, je me suis également lancé là-dessus, un peu tous azimuts. Voilà. Et ensuite, 25 années passent, là, je vais faire un grand, une grande ellipse. Pour vous dire simplement que l'édition, c'est
du métier, ça se fait au jour le jour, et la croissance se fait très lentement, donc 3 ouvrages la première année, 6 la deuxième, alors ça peut être comme les nénuphars, c'est pas le double de chaque fois, mais presque, et maintenant on en a plus de 300, donc évidemment ça a changé, mais 25 ans c'est quand même assez long, ça s'est fait très progressivement, avec des hauts et des bas, jamais vraiment d'angoisse existentielle, c'est-à-dire que la maison n'a jamais été vraiment en danger, parce que mes études m'ont amené à connaître un minimum de gestion, donc à faire attention. Et on n'a pas eu de... Il n'y a que la première année où notre diffuseur a fait faillite, là c'était un gros coup, mais heureusement on s'en remet quand on est jeune, c'est plus compliqué 10 ans plus tard. Voilà, après ça a été progressif, et j'ai retrouvé, au fond, si je peux faire une sorte d'effet de symétrie, les goûts que j'avais enfant, donc je me disais, moi j'aimais la bande dessinée, je ne mettais absolument aucune cloison, alors bon, il n'y en avait pas, et j'en veux pas non plus maintenant. Évidemment, il y a des genres, hein, il y a le comics, le manga, etc., on s'en rend bien compte, mais à mes yeux, la mission que je me suis donnée comme éditeur de bande dessinée, c'est de faire que de la BD, mais à l'intérieur de la bande dessinée, d'être aussi diversifié que possible, aussi universel que possible, donc avec plaisir, et je dirais avec beaucoup de curiosité, des bandes dessinées étranges, voire étrangères. Par exemple, le manga, alors je ne connaissais pas, parce que c'est la génération suivante qui a pris ce goût-là, mais moi j'étais ravi en tant qu'éditeur de devenir aussi lecteur-découvreur, grâce au talent d'éditeur que j'emploie, découvreur de toute la culture de la bande dessinée japonaise. Je sais qu'elle est plus riche que certaines caricatures, mais on veut nous le faire croire. Voilà, donc 25 ans plus tard, entre-temps, ma maison s'est bien développée, j'en suis très fier, pour rien vous cacher, c'est un challenge quotidien quand même. Elle a grandi aussi par acquisition. On a racheté il y a 7 ans les éditions Tonkam, spécialisées dans le manga, tout en ayant chez nous déjà un label manga, donc ça en fait 2. Et puis, vous avez peut-être appris en juin dernier l'acquisition des éditions Soleil, maison qui est née 2 ans après la mienne, donc avec qui on avait déjà un lien générationnel, même si nous avons de Toulon, moi de Roubaix, donc on ne peut pas dire qu'on soit très proche dans nos cultures, c'est même à peu près les antipodes de l'Hexagone. Néanmoins, on est proche dans nos goûts, lui avait aussi cette envie, lui c'est par le biais de la librairie qui est devenu éditeur, moi pas sous le journalisme, mais chacun avait cette envie de faire monter sa maison, et quand le ballon ovale l'a appelé en dehors du monde de la BD, il a pensé à moi, d'autant plus qu'on a une filiale commune de diffusion qui se nomme Del Sol, n'est-ce pas, qui est mieux que Sol, et ça nous avait évidemment rapprochés, amené à les connaître. Donc cette transmission s'est faite de façon relativement naturelle, même si bien évidemment une société qui change de main, c'est toujours un choc, et pour ceux qui sont dans cette société et pour ceux qui l'acquièrent, parce que c'est quand même toute une culture distincte qu'il faut adopter. Voilà ce que je peux dire sur le parcours dans les lignes les plus générales. Concernant les éditions Soleil, est-ce que la maison Soleil va rester à Toulon? Oui, ça je me suis engagé, c'est pas la langue de bois. C'est-à-dire que une maison, c'est une identité. Il n'y a rien de plus long et difficile que la construire, rien de plus simple et rapide que la détruire. Donc il ne suffit pas de la détruire, que je change d'implantation, je fais bientôt tourner à Paris, plein de gens ne suivraient pas, les auteurs seraient troublés, et là on aurait une espèce d'envol d'oiseaux qui seraient plus où ils sont. Non, je respecte sa culture, et d'ailleurs ça m'intéresse aussi de l'adopter, comme je dis, c'est-à-dire de la prendre telle qu'elle est, elle est différente de la mienne. C'est amusant de voir à quel point sur le même terrain que sur la bande dessinée, on peut développer des maisons qui sont différentes dans leur fonctionnement, dans leur typologie. Donc elle va rester implantée à Toulon, c'est d'autant plus nécessaire d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens très talentueux qui y travaillent et qui se verraient mal aller à Paris. Un peu comme Glénat d'ailleurs est implanté à Grenoble et à Paris. Mais Soleil a aussi un bureau parisien assez important. Bon, moi ça m'amène juste à voyager un peu. D'où mon emploi du temps. Voilà, c'est ça. Alors, moi, ma question qui me taraude depuis... alors, bien sûr, tu l'as raconté dans ton parcours, mais comment arrive-t-on à rester indépendant alors que... on est vraiment dans une économie, je dirais, difficile. Comment arrives-tu
Ouais, ça, c'est l'indépendance, je dirais, c'est quand on veut être indépendant, il faut être rentable. Je parle un peu en termes financiers, mais au fond c'est ça, tant qu'on est rentable et qu'on avance graduellement, comme je vous l'ai dit, moi, c'était très très long, les 10 premières années, ça a été, après aussi, mais il y a des effets d'accélérateur. Mais en tout cas, les 10 premières années, ça a été un chemin long et je dirais de cette façon pénible, parce que quand on est petit, toujours en concurrence avec les gros, on a un peu de mal pour faire sa place. Hein. C'est normal, après tout, si on est motivé, c'est une bonne épreuve. Mais comme la maison, bon moi j'ai fait l'ESSEC, alors je le disais, j'ai fait cette école de commerce, ça m'a quand même donné quelques fondamentaux. J'ai presque tout oublié, mais il y a quelques règles, on se souvient. Donc j'ai pu graduellement avoir des fonds propres, donc une sorte d'assise financière, qui tout en étant modeste à l'échelle des grandes entreprises, à l'échelle de mon entreprise, lui garantissait une certaine solidité et lui permettait de faire face éventuellement au coût du marché. Il y en a eu quelques-uns, mais en tout cas, c'est ça. Donc, je crois que le secret, c'est surtout sur la longueur que ça se passe. Et le fait de ne pas vouloir aller trop vite, de construire progressivement, non seulement le catalogue, mais aussi le bilan. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de tes différentes collections? Parce que je pense que c'est ce qui peut intéresser nos amis bibliothécaires. Maintenant. Ouais. Alors, je crois qu'on va parler de secteur. Le secteur, d'accord. Parce que, on vient dans les collections, mais je ne sais pas si vous en pensez, mais les collections, par moments, c'est un peu compliqué. En BD, on aime beaucoup les collections. Parfois, c'est des repères utiles, parfois, c'est un peu moyen, donc on y reviendra après. Moi, avant tout, comme je vous disais, j'ai voulu que notre maison soit présente sur les 4 secteurs principaux. Ici. On a la bande dessinée qu'on pourrait appeler ado-adulte, en tout cas qui ne concerne pas les enfants en tant que tel par son niveau de lecture. Ça ne veut pas dire que le contenu est particulièrement audacieux. On a la bande dessinée jeunesse, qui est un avancement. Le manga et ce qu'on appelle le comics, la bande dessinée devenue de la langue anglaise, puisqu'il y a pas mal d'anglais, pas seulement des américains, qui la pratiquent. Donc ça c'est les 4, je crois qu'on a peut-être pas le seul, mais un des rares éditeurs en tout cas à être présent sur ces 4 segments qui sont ceux qui au fond font le marché de la BD. Même si le comics était jusqu'ici assez marginal, on sent un courant montant pour ce secteur. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'on a l'impression d'avoir un peu épuisé le reste. Les éditeurs commencent à les creuser là où ils espèrent qu'il y a du pétrole. Et puis on a quelques phénomènes encourageants. D'ailleurs tout ce qui est Marvel chez Panini qui certains début. Et puis il y a chez nous, quelque chose comme Walking Dead par exemple, qui est un vrai phénomène à tout niveau. Voilà, donc ça c'est voilà, si on prend ça, donc le comics c'est assez homogène, on pourrait s'amuser à distinguer dans les comics quand même deux ensembles, hein, ce que j'appellerais les bandes dessinées de héros et les bandes dessinées d'auteurs. Les héros on voit ce que c'est, hein, les héros super ou pas, mais c'est plutôt des histoires qui sont dont le moteur sont les personnages. Ça les Américains en sont très friands. Le Walking Dead c'est un peu ça aussi, c'est les personnages qui mènent l'histoire. Et puis on a les bandes dessinées d'auteurs, on revient, c'est plutôt des œuvres comme le graphic novel. Chez nous, c'est Jim Corrigan, c'est From Hell, Black Hole et plein d'autres, œuvres qui souvent sont des œuvres imposantes et par leur ampleur, leur nombre de pages, mais aussi par leur profondeur, et qui pour beaucoup des prix. Jim Corrigan a pris la meilleure bande dessinée de l'année à Angoulême, donc là-dessus les Américains, je dirais, en termes de qualité, sont quand même au premier plan. Hein. Chaque année, on voit d'ailleurs des bandes dessinées de cet acabit qui sortent, et en tout cas des publiés commercialement, on parle des chiffres, puisque souvent c'est des ouvrages qui se vendent à 20, 30 000 exemplaires. Donc aussi pour les éditeurs, là où on opère, ce sont quand même déjà des valeurs sûres. Génétiquement, ça fait des gens ça. Dans le manga, nous, on est présent sur tous les créneaux du manga aussi. Bon, je pense que je vais pratiquer le japonais, hein, le manga pour filles, le shoujo, le manga pour garçons, dit pour garçons, le shonen, le manga dit pour lecteurs plus adultes, le seinen. Tout ça, il faut savoir, c'est assez bizarre, parce qu'on m'a parlé récemment
logiquement, les shoujo sont faits par des filles pour des filles, mais il y en a qui sont lus aussi par des garçons, notamment un chez nous qui s'appelle Ottomen, qui est sur un garçon qui a les goûts de fille. Il y a récemment un shonen fait par une fille, mais dans les, donc, pas un shoujo, mais dans les codes du shonen. Enfin, ils s'amusent beaucoup eux-mêmes à bidouiller leur formule, ce qui est assez sympa finalement. Ils croisent plein de trucs. Je ne vous parle pas du yaoi, ce manga homosexuel, garçon, mais dessiné par des filles et lu par des filles. Allez comprendre. Et ce qui est assez intéressant chez les Japonais, ce qu'on peut retenir quand même, c'est cette manière de segmenter qu'ils ont eu, alors qu'il peut paraître un peu, comment dire, un peu dogmatique, un peu schématique, mais c'est pas bête, d'autant plus qu'après ils redécoupent ça, ils font des plus petites fines tranches, ils croisent un peu les genres. Donc, ils font preuve, moi je trouve, d'ouverture d'esprit. On a plutôt l'idée que les Japonais sont conservateurs. Alors en fait, c'est comme s'ils créaient des codes et des segments pour mieux après ça les contrecarrer ou jouer avec. Je pense que pour les lecteurs, cette forme de transgression-là doit être assez intéressante. Et une identification doit jouer assez fortement. Bon, on se voit chez nous, on a beaucoup de mangas. Notamment, on est devenu, alors je ne m'y attendais pas, mais on est devenu le numéro 1 du shoujo, le manga pour filles. Notamment, les deux fers de lance ont été Nana, qui est vraiment une jolie série, sur deux jeunes filles qui s'appellent deux Nana. Voilà. Et Nana, ça veut dire 8 en japonais, donc voilà. Pardon, 7, ça veut dire 7, excusez-moi. Et puis, il y a les Fruits Basket, qui était un énorme succès du manga pour filles, qui était à l'astrologie. Bon, c'est des jolies séries, c'est franchement des choses. Évidemment, on n'est pas forcément soi-même dans la cible de ce lectorat, qui pour moi, ce sont parfois vraiment en terre étrangère, mais c'est quand même des choses populaires et de qualité. Et puis ensuite le domaine franco-belge, chez nous en collection pour la jeunesse, on a le privilège d'avoir un certain nombre de phénomènes. Je pense que là on ne peut pas résoudre par segmentation. On a les blagues de Toto, bien connues, on a les légendaires, c'est un phénomène absolument délicieux. Ça fait la transition de manga, puis ça puise dans l'imagerie du manga, et l'auteur est un sorte de fils de Dorothée, du club Dorothée en tout cas. Il a réussi, je trouve, admirablement bien à traduire son goût tout en faisant de la bande dessinée au format franco-belge, donc un vrai croisement des genres, et puis c'est fait avec beaucoup de sincérité, avec un enthousiasme communicatif. Ça c'est un succès qui m'a fait plaisir, franchement. L'auteur le méritait pleinement. Ouais, c'est vrai, enfin, pour nous on fait une grosse vente. C'est quoi enfin, tu peux nous dire son tirage à peu près? On tire autour de 100 000 chaque ça l'a fait commenter. Là on vient de voir les droits pour des dessins animés, donc c'est vraiment un plaisir de voir ça. C'est extraordinaire. Nous avons aussi développé auparavant, j'avais commencé par là, de la bande dessinée jeunesse. C'était dans les années 95, je pense qu'on a commencé, parce que j'avais fait le constat qu'assez curieusement la bande dessinée des années 70 et 80 avait évolué vers une BD plus adulte, qui avait ses lettres de noblesse et qui les avait revendiquées avec Bilal et bien d'autres, Bourgeon, enfin, etc. Et que pendant que ce mouvement avait lieu, bien les enfants étaient un peu oubliés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de nouvelles bandes dessinées qui touchaient les enfants. Un petit œuf, c'est arrivé un peu plus tard, enfin en tout cas l'émergence d'un petit œuf. Et j'ai trouvé ça curieux, voire paradoxal, alors comme, encore une fois, moi l'éclectisme était toujours au fond de mon crâne. J'en ai parlé à quelques auteurs, et j'ai vu que cet auteur-là était très sensible, parce que si on est venus tous à la BD, c'est parce qu'on a aimé ça quand on était petit. Donc il y a une sorte de besoin viscéral de transmission aux plus jeunes. Et c'est avec ces gens-là, on a tout de suite lancé une collection de BD pour jeunes, où je voulais ne pas faire de la bande dessinée dans la typologie des BD belges, je dirais Dupuis, le gros nez classique. Je pense que ça, c'était pas notre territoire, et puis c'était déjà fait ailleurs, mais plutôt dans l'esprit du livre illustré jeunesse, c'est-à-dire avec des graphismes et des sujets, disons avec une bonne sensibilité, une forte sensibilité, une forte personnalité. Donc c'est là qu'on a lancé l'adaptation du Vent dans les saules par Michel Plessis, qui était une magnifique réussite, mais aussi Toto l'ornithorynque de Johan, avec ce graphisme, là vraiment presque l'illustrateur, mais une vraie narration de bande dessinée. On ne fait pas une sorte de fausse BD, on fait une vraie BD, mais il y a une patte très particulière. Ça a été dans Petit Vampire, par exemple, de Johannes Farr, qui pour moi est un des plus beaux albums que j'ai publiés,
le tome 1, les suivants sont bien, mais le tome 1, je trouve qu'il est particulièrement extraordinaire, etc., etc. Donc ce catalogue, c'est beaucoup étoffé au fil des ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, assez curieusement, il est un peu en stand-by, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de mal à trouver de nouveaux auteurs, de nouveaux projets qui correspondent à la même définition. C'est peut-être une affaire cyclique, enfin, c'est comme ça. Un grand appel d'air. En allant puiser vers des auteurs de livres jeunesse, peut-être. On l'a fait déjà, on a fait beaucoup, des choses comme Étoile par exemple, parce que je n'ai pas trop le nom des auteurs en tête. On a fait pas mal, ils sont venus d'ailleurs, sans problème. Quelqu'un comme Edith aussi qui a fait des jolis livres. Lewis Trondheim, on a fait plusieurs, donc des auteurs qui sont souvent un peu au milieu des deux, mais quand Fred Bernard vient chez nous, il ne fait pas de la jeunesse, il fait des livres plutôt plus adultes. Il fait vraiment une version plus adulte de L'Homme Arbre qu'il avait fait chez Albin, dessiné par François Roca pour la jeunesse. Non, je ne sais pas, ça je pense que c'est des courants, dans les livres comme partout, il y a des crêtes et des creux de vagues dans cette tendance. Et moi je ne veux pas aller chercher des auteurs en insistant pour moi c'est une BD jeunesse, il faut qu'ils aient ça en eux. On ne va pas leur forcer la main après, sinon ce sera pas bon. Voilà pour la jeunesse. Et puis pour tout le secteur ado-adulte, là le catalogue est très vaste. Il est évidemment divisé en collections qui sont créées au fil des ans. Alors certaines ont une personnalité très particulière. Je pense à la collection Shampoing par exemple, qui est dirigée par Lewis Trondheim. Donc c'est vraiment des romans graphiques, on fonctionne à cette forme-là en tout cas, avec beaucoup de choses assez curieuses, assez insolites. On trouve beaucoup de bandes dessinées à la première personne, que ce soit Notes de Boulet, Les Petits Riens de Lewis Trondheim, Chronique de Birman de Lille, et puis son nouvel album qui va sortir, etc. Des œuvres magnifiques comme Trois Ombres, par exemple. Bon, cette collection-là, elle est très identifiée en tant que telle. Pour d'autres, c'est un peu moins le cas et c'est un peu moins nécessaire. Il y a tout un domaine qui, moi, me tient beaucoup à cœur, qui est celui du fantastique, de la science-fiction, de la fantasy, alors qu'on a segmenté en collection, Néopolis, Terre de légende, etc., série B, mais au fond, pour moi, ça fait quand même un vaste ensemble, c'est la bande dessinée de l'imaginaire et du spectaculaire, avec des thèmes très forts. Je pense à Aqualung, une histoire de colonisateurs terriens qui arrivent sur une planète qui menace son écologie, et qui sont ensuite balayés par les forces de cette planète. Ce n'est pas Avatar, c'est Aqualung. Et c'était fait avant. Voilà, bon, et bien d'autres, toute la belle série B, Carmen McCallum, etc. Là, c'est la traduction des auteurs comme pour moi de nos goûts d'adolescents. C'est-à-dire on a été évidemment, je ne sais pas comment dire, stupéfait, enthousiasmé par des films de Spielberg, de Lucas, Star Wars en première ligne. Donc voilà, on avait envie, je crois que les auteurs et moi, on est au même diapason, enfin c'est comme ça que ça marche en général. Et on a eu envie de faire une bande dessinée, voilà, aussi spectaculaire que ça, dont l'ancêtre pourrait être Valérian, qui reste évidemment l'un des phares de la BD de science-fiction, mais nous on a fait d'une autre manière et ça a donné beaucoup de très jolis succès. D'autres thématiques sont évidemment couvertes, je vous ai parlé de la litanie de tout ça, on a fait pas mal d'humour, l'humour tout venant, parce que l'humour, il n'y a pas de formule par définition. Les aventures de Sarkozy, par exemple, qui a connu ma patte, des choses diverses et variées, allant du plus classique au plus insolite. La bande dessinée historique, avec une collection qui s'appelle Histoire et Histoire. Moi, je crois beaucoup à la BD historique. Je pense que c'est un domaine qu'on n'aura jamais fini, qu'on n'aura jamais épuisé, et qui, là aussi, après avoir été mené par Glénat au sommet dans les années 80-90, avait été, à mon avis, un petit peu négligé. Avec Vécu, c'est une belle collection. Mais je pense qu'elle voilà, c'était un peu effacée, en quelque sorte. Et alors c'est très exigeant, parce que pour les dessinateurs, c'est plus facile de dessiner des elfes et des villages comme ça, un peu au gré de l'inspiration, des huttes de bois et de paille, c'est plus facile à dessiner que le château de Versailles. Mais là, il faut être exact. Néanmoins, là, je pense à une BD dont le tome 3 sort ici, qui s'appelle Le Grand Siècle. Quand c'est réussi, c'est splendide. Je pense que notre imaginaire, en plus français, est complètement indissociable de ces histoires-là. Le trône d'argile qui raconte la guerre de 100 ans, ce genre de choses. Ça, j'y tiens particulièrement. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là.
avec évidemment la difficulté de trouver les bons auteurs. Voilà, j'en oublie beaucoup, mais je pense qu'il serait fastidieux de faire une énumération. Alors là c'est les 25 ans des éditions. Tu peux un petit peu nous parler un petit peu de ce qui va encore se passer sur cette fin d'année? La fin d'année, c'est une année où on a voulu fêter notre anniversaire, bon, un peu narcissique, mais après nous c'est le jour. On a voulu également convier les libraires à la fête, en publiant une 12e édition spéciale de certains de nos livres les plus marquants. Aujourd'hui, quelques-uns sont ici. C'est une action de belge intéressante parce qu'on a fait revisiter un certain nombre de points forts du catalogue en leur donnant une forme que j'espère élégante. Sinon, on a une très belle exposition à Bruxelles au mois février, la synthétique qui est magnifique. On a une expo à Lausanne, qui fait des couvertures de nos ouvrages, et c'est encore le cas à Saint-Malo, où à le grand festival de Saint-Malo, il y aura une expo sur justement les BD fantastiques de notre catalogue. Donc on a fait un anniversaire itinérant, non pas centré à Paris comme c'est souvent le cas, mais dans différents points, ce qui a permis d'associer donc, un peu plus largement libraires, festivals, etc. Bon, les anniversaires, c'est toujours une occasion qu'on saisit parce qu'elle a plusieurs dimensions. Elle a une dimension commerciale, elle a une dimension de communication, elle a aussi une dimension de questionnement pour nous, de faire le point, là où on en est, là où on veut aller. Donc c'est toujours un moment très riche. Très bien. Alors, là, je voudrais un petit peu te poser simplement quelques questions, notamment sur le numérique. J'aimerais bien que tu puisses, je sais que c'est pas facile, mais tu nous donnes un petit peu ta position, voir ce que tu en penses. Et voilà, est-ce que pour toi c'est un enjeu? Je sais que c'est pas évident et que tu restes toujours un peu très prudent là-dessus. Très circonspect. Voilà. Je pense qu'on est vraiment dans le temps des questions, mais pas dans le temps des réponses. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais c'est pour ça que c'est pose question. Je pense que ce qui est important pour nous éditeurs aujourd'hui en termes de stratégie, c'est de sécuriser contractuellement les droits numériques. Ce qui peut nous menacer, c'est tout à coup un fractionnement des droits. Nous, on aurait les droits des papiers, et puis d'autres, des auteurs garderaient leurs droits numériques, par exemple, et ils pourraient les faire exploiter ailleurs. Ce qui leur paraîtrait, eux, être un avantage, parce qu'ils pourraient vendre 2 fois leur œuvre, ce serait un inconvénient, parce que ça affaiblirait l'éditeur et au niveau financier et au niveau de la stratégie éditoriale, parce qu'il n'y aurait pas de coordination en fait, de cette existence. Donc, je pense qu'il y a déjà une première chose pour nous, c'est cette homogénéité-là, qui considérait, si elle n'était pas préservée, une forme de menace sur l'avenir. C'est-à-dire c'est plus une position de préservation aujourd'hui qu'une position d'action. C'est-à-dire que contrairement à certains de mes confrères, moi je reste assez circonspect, parce qu'effectivement il est compliqué aujourd'hui d'avoir une forme de lisibilité de l'importance que va prendre ce domaine, mais aussi du schéma dans lequel on va pouvoir exploiter ses droits. C'est la fois aux questions, donc aux angoisses, aux tensions, et je trouve que c'est notamment les auteurs, on a l'impression du coup que l'éditeur aura une position abusive, alors que l'éditeur, le malheureux, c'est pas très bien, minimum à quel chose il va être mangé. Il y a des gros, là, Amazon, etc. On peut se mettre dessus. Donc moi, je serais avant tout pour sécuriser ces droits, pour y aller graduellement, pour essayer le plus possible de retrouver sur le numérique la chaîne du livre physique, et je pense qu'aujourd'hui ça c'est de plus en plus possible, parce qu'on commence à mieux comprendre, parce que nous-mêmes, moi qui suis, ça fait quand même 500 ans que l'édition est indissociable du papier. Tout à coup on vous dit, c'est dissociable. C'est pas facile quand même de comprendre tout de suite ce que ça va impliquer. Et est-ce qu'on travaille de manière différente ou de manière similaire? Au début on se dit tout est différent. Les auteurs se disent, moi je ne fais pas de mes droits tout seul. Il y a des intervenants qui se passent en disant, moi je suis un spécifique numérique, ne travaillez qu'avec moi, etc. Or, ce que je crois, c'est que ça va se simplifier. J'espère en tout cas, c'est-à-dire que les intervenants de la chaîne du livre physique vont pouvoir intervenir de manière symétrique sur le livre numérique. Je pense notamment aux diffuseurs, aux distributeurs, qui doivent, après tout, on peut stocker
des livres, mais on peut stocker des fichiers aussi, c'est pas fondamentalement différent. J'aimerais en tout cas aller vers cette forme de convergence-là, idem pour les libraires, qui doivent le plus possible être associés à ce développement, parce que je n'ignore pas que si on suppose qu'il y aura un transfert, non, évidemment c'est le numérique, c'est l'additionnel, personne ne souffre. S'il y a un transfert de vente, on sait bien que quelques pourcents de ventes en moins en librairie, pour certaines libraires, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui les fait passer sur la ligne de flottaison. Ce faisant, on prendrait le risque de créer un effet domino. Certains libraires n'étant plus rentables, devraient devoir fermer, et ça risquerait de créer un mouvement extrêmement nocif pour notre métier. D'où la nécessité, à mon avis, d'y aller à pas compter, parce qu'il n'y a rien de plus simple, je le disais tout à l'heure, de faire des expériences néfastes. Voilà, en gros, je suis désolé, c'est pas... Alors, est-ce que le numérique aura sa place dans l'exploitation des bandes dessinées à l'avenir? Oui, ça me paraît difficile, mais que non. Que le numérique sera quelque chose de négligeable, que les lecteurs refuseront en masse de lire sur un écran. Là, je pense que ce serait une position... ça me paraît difficile de le croire. Chez nous, les mangas, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui viennent les lire sur Internet. Ah oui, c'est de plus en plus facile. Alors pour nous, le manga, c'est encore pire, parce que nous sommes détenteurs des droits que les versions papier. L'éditeur japonais peut très bien dire, jour en main, on vous court-circuite, on vous reprend le droit de traduction pour 3 pois chiches, et vous n'avez qu'un droit, c'est de vous taire. Donc il y a une vulnérabilité en gros cas. Ce que je retiens malheureusement, aujourd'hui, c'est plus la menace que l'opportunité. La menace, c'est la vulnérabilité que ça crée chez nous, en redonnant la main à certains acteurs, comme certains ayants droit, en compromettant effectivement l'homogénéité de la chaîne dans laquelle on est, et en étant face à des systèmes d'apprentissage qui peuvent nous exploser à la figure. Donc je suis extrêmement conservateur. Je n'irai pas en première ligne, comme je dis souvent, à la guerre, ceux qui chargent en première ligne s'en tirent rarement très bien. Oui, bien sûr. Voilà. Et il y a beaucoup de pédagogie à faire avec les auteurs, parfois qui sont partagés entre angoisse et cupidité. Certains disent chouette, moi je vois tout est choisi, je vais faire des fortunes, et puis d'autres disent mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, mon éditeur va m'arnaquer, etc. Il y a aussi la notion du prix de vente, évidemment, avec des ouvrages en numérique, mais n'achète pas à personne que tout à coup ce qui était vendu 10 ou 15 euros en librairie devrait être vendu même pas la moitié. C'est un petit peu préoccupant. Ouais. Comment vit-on avec ça? Comment vit-on? Justement, ça va aller mal. On va sortir avec Tu veux dire qu'on aura 300 la prochaine fois? mais pour les libraires, c'est très compliqué. Oui, c'est parce que passionnant. les coûts de développement sont très très chers. Dès que ça touche un peu à l'informatique. Non, mais c'est mon souhait. Alors, enfin, je pense que vous avez eu la bonne idée d'essayer de vous réunir à travers cette plateforme Isneo. Ouais, Est-ce c'est que il est trop tôt pour en tirer des leçons. Pardon? Il est trop tôt pour en tirer des leçons. Bonne idée, oui. Quand je dis bonne idée, c'est déjà effectivement d'arriver à recréer ce qui existe dans le papier au niveau de la distribution, diffusion. Ça nous a énormément rassurés puisque il y a encore 2 ans, ça allait dans tous les sens avec des acteurs qui venaient vraiment de... Oui, du monde du numérique. Voilà, du numérique pur, effectivement. Donc là, on se dit que, disons que la voie qui est prise n'est pas inintéressante et ne peut que rassurer et les libraires et les auteurs, bien sûr. Tout à fait. Mais les auteurs, il faudra encore beaucoup de temps pour les rassurer. Ouais. Non, là c'est pour ça que je suis... Isneo, c'est intéressant comme idée, il faut quand même faire ce bilan. C'est bien, Isneo, c'est au départ une plateforme numérique qui avait été créée par Dargaud, Lombard, enfin le groupe Dargaud Lombard, depuis Lombard. Et en fait, ils ont décidé de l'ouvrir à tous les éditeurs pour devenir associés sur cette même plateforme, hein, c'est ça? Voilà. Donc vous avez tous des parts un petit peu à part égale, je sais pas, enfin, comme ça, vous êtes on tous a associés.
Et donc là, le proche avenir, c'est un petit peu d'ouvrir de faire des plateformes et en fait, de pouvoir que chaque libraire puisse... Oui, il y a aussi la marque blanche, que chaque libraire puisse mettre son identité sur le moteur, en quelque sorte, ce qui évidemment économise tous les coûts de développement. Hein, il permet de reconstituer le système que l'on connaît, et le libraire est intéressé au monde. Mais on est encore en phase, je dirais, expérimentale. Ouais. Et pourtant, il y a tellement de pression de toutes parts. On voit effectivement Amazon ou disons les Américains qui essayent de se placer. Ce qui est sûr, c'est qu'on a affaire à cette partie, c'est-à-dire que les gens comme Apple ou Amazon ont évidemment des moyens qu'ils n'auront pas. Hein. Même si on regroupe tous les éditeurs de bande dessinée, c'est pas pareil. En revanche, ce qu'on a dans les biens culturels, c'est notre force, c'est qu'on possède des choses qui ne sont pas interchangeables. Hein, c'est quelqu'un qui veut lire telle œuvre, tel BD ou tel livre, si on lui en propose un autre à la place, il n'a pas forcément envie, en général. Hein. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'arc-boute et qu'on fasse jouer notre différence. Alors, Guy, j'ai encore une autre question qui est alors là très difficile. Hein, quelle est ta vision de l'avenir de la bande dessinée? On pense que les jeunes lisent de moins en moins. Est-ce que, je ne sais pas ce qu'en pensent les bibliothécaires, est-ce que vous voyez toujours autant de jeunes qu'avant voilà. Oui. En BD, oui. Pas de souci. Alors moi, ce que je pense, c'est dans mon équipe éditoriale, j'ai un ex-libraire et un libraire en activité. Donc il a la chance de travailler la semaine dans l'édition et le week-end à sa librairie. Bon, enfin il est plus libraire en titre, il est mari de libraire. Il m'a dit une chose que j'ai trouvée très juste, comme ça. En France, le goût pour la BD est enraciné. Des gens aiment la bande dessinée, donc on peut qu'on leur propose des choses qui leur plaisent. Globalement, ça va. C'est un fondamental, comme ça. Si on était sur un goût, un effet de mode, quelque chose de éphémère, j'aurais un discours un peu plus inquiet. Donc moi, je ne pense pas, en schématisant l'extrême, je ne pense pas qu'on ait ce problème. On a certainement des problèmes de cycle. C'est-à-dire, moi je suis habitué aux périodes difficiles. Quand j'ai démarré en 86, c'était le pire des moments. Il y avait 800 nouveautés par an. Les libraires criaient à la famine parce qu'il n'y avait pas assez de titres. Et voilà, c'était parce que la maison d'Argo était complètement partie en vrille. Vu que son dirigeant était très âgé, la maison du Puy était guère mieux, donc tout ça avait été complètement amalgamé dans une forme de crise de la BD. Et la crise médiatique est une vraie crise, hein, les libraires ont pris peur, etc. Enfin, c'était très mauvais. Moi, ça m'a bien arrangé parce que ça m'a permis de me faire une place au soleil. J'en ai vu d'autres dans les années 90, il y a eu aussi une assez grosse crise de la bande dessinée, etc. Là, je pense, si on parle de l'avenir immédiat, je pense qu'on a plutôt atteint une fin de cycle. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, mais on l'a atteint depuis 1 ou 2 ans d'ailleurs, la fin de cycle. C'est une sorte de palier. La bande dessinée a tiré sur les mains du jeu, on a une croissance nettement supérieure à quasiment tous les domaines de l'édition pendant 10 ans, 2000 on va dire. Bon, ça ne peut pas durer éternellement. Normalement, on a un effet de saturation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveautés, ce qui n'était pas un mal. Moi, je pense que le fait qu'il y ait l'abondance de nouveautés, ça permet aussi d'aller vers différents publics, notamment le public féminin, qui ne serait pas venu à la bande dessinée sinon. Alors, évidemment, il y a de la classe partout. Mais au total, ça a été bénéfique, je pense, à la dynamique et à la diversité, à la polyvalence de la bande dessinée. Aujourd'hui, je pense qu'on marque un peu le pas, le manga ne marche pas, etc. Créativement, je vois aussi, je sais pas pourquoi, qu'on reçoit un peu moins de propositions fortes. Donc, je crois que là, les 1, 2 ou 3 ans qui viennent vont donner une régulation. Il me semble qu'il suffirait d'un phénomène pour me démentir. Où les éditeurs, d'ailleurs c'était notre cas, font un peu moins de livres, sont un peu plus prudents, etc. En un mot, ils gèrent. C'est pas angoissant, il y a des périodes comme ça. Au-delà de ça, je ne suis pas inquiet. C'est-à-dire qu'on retrouvera, comme dans tous les cycles,
un nouvel élan, et encore une fois, le public, pour peu qu'on lui donne des choses qui sont susceptibles de l'intéresser, jusqu'à présent, il a toujours bien réagi. Mais j'ai pas de moyen de prévision autre que ça à faire. Notre travail d'éditeur, c'est de trouver des livres qui sont susceptibles de plaire aux gens. Ça, c'est le travail de tous les jours. Je ne peux pas vous dire qu'il faut absolument faire ça, ça ou ça. Il faut chercher. Ouais. Il n'y a pas de... Non. C'est sans doute pour moi, donc de mon point de vue personnel, moins lisible que ça n'était il y a 10 ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, parce que j'étais aussi plus jeune et plus en phase avec certains auteurs et certains publics, je voyais bien dans la science-fiction, la fantaisie, etc. C'était dans l'air du temps. Donc quand on faisait un nouveau projet de cet acabit, j'avais l'impression d'y voir clair dans le potentiel de vente. Aujourd'hui, peut-être parce qu'il y a une plus grande diversité, je trouve que c'est plus compliqué. Ton catalogue est très étoffé. Enfin, oui, aussi, c'est bien sûr. Donc ça va de pair. Mais je pense que même dans le marché globalement, j'ai l'impression qu'on est un peu plus dans un moment de tâtonnement. Et des choses comme le numérique qu'on évoquait, indépendamment du sujet lui-même, c'est perturbant. Ça crée une sorte de fragilité. On se pose des questions. Dans la presse, dès qu'on parle de livre, on parle de numérique, de la menace que c'est anxiogène. Tout ça. On n'a pas besoin de ce qui est anxiogène. Oui, le festival de l'Éden d'Angoulême aussi, qui est toujours remis en cause. Alors ça, c'est un peu énervant, parce que alors qu'on a besoin de donner une image de stabilité, de bonne santé, ça c'est toujours un peu à la française aussi. On a un secteur de la BD qui est l'un des plus florissants au monde. Après le Japon, c'est plus les États-Unis, c'est pour les films, c'est très bien, mais pour le livre, c'est rien, la BD. Les florissants, les plus ouverts, le plus ouvert du monde, créativement, sans doute aussi, avec le Japon le plus fort, et on envoie beaucoup d'images négatives. Alors sans faire la langue de bois, on pourrait quand même essayer de faire mieux, et quand on parle que d'Angoulême, ce qui malheureusement est vrai, pour des problèmes de budget, de financement, de lutte intestine, on ne sait même pas s'il aura lieu, etc., je trouve qu'on envoie un très mauvais message. Un demi pour rien ici. C'est compliqué. C'est toujours été compliqué. C'était compliqué. Je trouve que la bande dessinée, de certaine manière, n'est pas vraiment sortie d'une forme un peu infantile d'existence, que ce soit dans les pages des journaux, où elle a gagné un peu de place, mais pas complètement. Elle n'est pas encore reconnue vraiment, à mon avis, à sa juste valeur. Elle n'a pas toujours droit à la rubrique régulière à laquelle le cinéma a droit. Je parle de la grande presse, évidemment. Il y a toujours une petite forme de condescendance quand même. Le festival est un peu à l'image de ça, quelque chose qui est à l'image d'un festival bricolé, alors que c'est quand même en notoriété le 3e festival français, c'est quand même extraordinaire, mondialement connu. Et c'est formidable comme et c'est festival. Formidable, mais je ne sais pas, c'est comme si les instances culturelles avaient toujours un peu de mal à complètement adouber la bande dessinée. Ils ne le font pas complet, ils le font un peu à moitié. C'est peut-être notre esprit de contre-culture qui est préservé.